J'ai arrêté d'acheter du matériel jetable pour mon voilier. Regardez cette bouée. Alors cette bouée, c'est une bouée fer à cheval. Alors on en a tous quasiment sur nos bateaux, d'autant plus qu'elle fait partie de l'armement de sécurité, en tout cas un moyen de flottabilité qui est obligatoire. Et ça fait à peine 3 ans que je l'ai sur le bateau. Si on la regarde de ce côté maintenant, donc le côté qui est côté mer, côté soleil, on voit que le tissu est totalement déchiré. La mousse, elle se désagrège, alors elle tombe en poussière. Ça fait de la poudre comme ça. J'ose même pas la toucher parce que j'ai peur que ça parte dans tous les sens. Côté cockpit, voilà, on a l'impression qu'on a quelque chose qui est à peu près en bon état. C'est le côté en fait qui est presque tout le temps à l'ombre. Donc on a la même bouée, c'est le même âge, le même bateau. La seule différence, c'est que l'autre côté a passé des heures et des heures au soleil. Et là, je me suis posé une question toute simple. Est-ce que c'est vraiment normal? Lorsque j'en ai parlé autour de moi, j'ai entendu les réponses, exactement les réponses auxquelles je m'attendais. C'est normal, on est sous les tropiques, tout vieillit plus vite, c'est du consommable, il va falloir en acheter une autre. La phrase qui m'a le plus dérangé, c'est du consommable. Parce qu'à force de l'entendre, on finit par plus réfléchir. On accepte, on rachète, on remplace et puis on recommence. Et je crois qu'il y a un ennemi beaucoup plus dangereux que le soleil. Et cet ennemi, c'est pas le sel, c'est pas les UV, c'est pas le climat tropical. L'ennemi le plus dangereux, c'est cette culture du consommable. Une culture qui nous fait croire que c'est normal de changer régulièrement un équipement qui devrait durer 10, 15, 20 ans. Comme si un bateau était devenu un objet qu'on va équiper de matériel jetable. Moi, je refuse cette fatalité. Parce que le problème, c'est pas forcément le soleil. Le problème, c'est notre façon de penser le matériel. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Je m'appelle Lilian Dupré et depuis 2022, à bord d'Ikigai, nous avons laissé derrière nous notre ancienne vie et je partage ici les choix, les expériences, les décisions qui permettent de naviguer plus loin et plus sereinement. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre rêve de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Oui, les UV détruisent le matériel. Ça, c'est un fait. Personne ne va pouvoir lutter contre ces effets du soleil. Mais pourquoi on accepte en fait cette situation comme une fatalité ? Pourquoi on considère normal qu'un matériel de sécurité comme une bouée soit inutilisable au bout de 3 ans? Pourquoi on considère normal que finalement une annexe en PVC, au bout de quelques saisons, elle a fait son temps? Pourquoi on trouve normal de changer régulièrement des drisses, des écoutes, des pare-battes, comme si tout ça faisait partie du budget du bateau? Alors, il y a des équipements, on va dire par exemple une drisse. On pourrait dire oui, mais on voit l'usure. Donc voilà, on change quand on voit l'usure, mais il y a des équipements, et notamment des équipements de sécurité, où on ne va pas voir nécessairement une usure, par exemple les lignes de vie, et on va simplement nous dire faut que tu la changes tous les ans, il faut que tu la changes tous les 2 ans. Et c'est précisément cette logique que je refuse. Je refuse quand on me dit oui, c'est comme ça. Parce que moi, quand on me dit c'est comme ça, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution? Et cette bouée, elle m'a obligé à changer ma façon d'acheter. Avant, j'allais sur du matériel de qualité, mais c'est vrai que le prix rentrait en ligne de compte. Maintenant, ce que je regarde, c'est surtout le coût sur 20 ans. Et c'est pas du tout la même chose parce que quand on change un équipement, on ne paye pas que son prix, on va aussi payer le temps qu'on a passé à comparer, à chercher, à commander. On va payer aussi les frais de port, on va payer les taxes d'importation selon les pays, les délais de livraison, le temps passé à attendre au mouillage, le temps de démontage, le temps de remontage, parfois l'impossibilité de naviguer parce que simplement il manque la pièce. Lorsqu'on vit comme ça en grande croisière, on comprend assez vite que le coût d'un équipement va bien au-delà du prix qui est affiché sur l'étiquette. Au final, le matériel le plus cher, c'est pas celui qu'on achète, ça va être celui qu'on va être obligé de racheter.
C'est pour ça que sur Ikigai, nous avons décidé de sortir de cette logique, de sortir de ce cycle permanent. On achète, ça vieillit, on remplace, on rachète, ça revieillit. En fait, ça finit jamais. Alors les Anglais disent faire de la plaisance, c'est déchirer des billets sous la douche. Bon, c'est vrai quelque part. Mais nous, ce qu'on veut sur Ikigai, c'est acheter moins, mais acheter pour plus longtemps. Partagez en commentaire la logique qui est la vôtre, la logique dans laquelle vous vous inscrivez par rapport à tout ça. À ce moment-là, on me répond souvent, oui, mais Lilian, le haut de gamme, ça coûte trop cher, ça coûte beaucoup plus cher. C'est vrai, enfin c'est vrai. C'est vrai le jour où vous passez à la caisse. Parce que vous voyez, moi, cette bouée, la fer à cheval, elle m'a coûté une trentaine d'euros. S'il faut que je la remplace tous les 3 ans, au bout de 15 ans, elle m'aura coûté 150 euros cette bouée. J'en aurais acheté 5. Alors certains me diront aussi, t'es pas à 150 euros près sur 15 ans. C'est pas la question. La question, c'est que c'est valable pour cet équipement, mais c'est valable pour beaucoup d'équipements parce que c'est une logique en fait qu'il y a derrière. À côté de ça, si j'achète une bouée 2 fois plus chère, une bouée à 60 euros, qui elle me tient 15 ans, sur 15 ans, j'aurais dépensé 60 au lieu de 150. C'est-à-dire, j'aurais dépensé j'aurais dépensé moins de la moitié que le prix de revient de cette bouée fer à cheval. Et ce raisonnement, il vaut pour quasiment tout sur un voilier. Que ce soit l'annexe, le bimini, les hublots, les panneaux de pont, les pare-battages, les drisses, les écoutes, je pourrais en passer beaucoup, les bloqueurs, les poulies, les manilles, etc. Le prix d'achat raconte rarement toute l'histoire. C'est ça le piège de la culture du consommable. Elle nous pousse à comparer que le prix affiché, mais pas du tout la durée de vie, la sécurité, le confort, le coût réel. On croit faire des économies, puis ce qui se passe, c'est qu'on va acheter plusieurs fois le même équipement. Cette réflexion nous a amené sur Ikigai à définir 4 règles. 4 règles qui sont des règles simples et qui aujourd'hui orientent nos choix, nos décisions quant aux achats et à l'achat des équipements. Et ces règles, elles ne sont pas là pour nous, simplement et uniquement pour économiser de l'argent ou pour avoir du beau matériel. Elles sont là pour nous, pour avoir un bateau qui va être plus fiable, plus sûr, plus simple à entretenir également. Et puis au final, un bateau qui va nous coûter moins cher sur le long terme. La règle numéro 1 pour nous, c'est lorsque c'est possible, on privilégie le rigide. Voilà. La première question que je me pose quand je veux acheter un équipement, que ce soit une bouée, que ce soit une perche Ior, une perche qu'on va balancer aussi lorsqu'on fait un homme à la mer, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que cet équipement existe dans une version rigide ? Parce que les UV, la chaleur, vont détruire, vont être beaucoup plus féroces avec les matériaux souples, les plastiques souples, les PVC, les mousses, les tissus, les revêtements. Et c'est vrai que sous les tropiques, tout ça, ça va avoir une vitesse de vieillissement accélérée. Et à l'inverse, le rigide va généralement beaucoup mieux résister. Alors ce que nous faisons sur Ikigai, à chaque fois qu'on peut remplacer par du rigide, on remplace. Donc là, vous voyez notre nouvelle bouée, je ne l'ai pas encore installée, je vais l'installer tout à l'heure, là, juste après la vidéo. Vous avez vu également la Wally. À chaque fois qu'on peut remplacer, on remplace. Alors je vais vous montrer également de l'autre côté notre canoë. Alors on a un canoë gonflable et on a aussi un canoë en dur. Voilà. Celui-là, on est sûr qu'il ne sera jamais percé et il ne va jamais couler. Et ça ne vaut pas que pour des équipements, on va dire, complets, comme là, la bouée, le dinghy, etc. Ça vaut aussi lorsqu'on achète des équipements et on regarde certaines parties des équipements. Lorsque sur certaines parties, par exemple des poignées, des fermetures, lorsqu'on est sur du souple, on va à chaque fois nous privilégier le rigide. D'une façon générale, il est quand même plus difficile de rendre jetable quelque chose de rigide que quelque chose de souple. Partagez en commentaire vos préférences en termes de choix. Évidemment, le rigide ne résout pas tout.
Simplement parce que sur un bateau, il y a énormément de choses en matériaux souples. On va avoir des cordages, on va avoir des sangles, on va avoir des joints, des bâches, des voiles, des protections. Donc on a quand même beaucoup de choses en matériaux souples et on ne peut pas tout remplacer par du plastique dur, de l'inox ou de l'alu. Le truc, c'est que tous les matériaux souples ne se valent pas non plus. C'est-à-dire que, et même pour des matériaux qui peuvent sembler identiques, hein, on a par exemple sur des tissus, on a des tissus bien connus qui résistent bien dans le temps, et un tissu qui peut lui ressembler va beaucoup moins bien résister. On a des mousses qui vont évoluer dans le temps, alors elles se ressemblent, simplement elles n'ont pas du tout la même façon de s'user, de se détruire, de se détériorer au travers du temps. Et la différence au sein de cette famille des matériaux souples, cette différence, c'est une différence de conception au départ. Certains matériaux ont été conçus pour faire des économies à la fabrication. D'autres ont été conçus pour résister dans le temps, dans un usage exigeant et un environnement marin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regarde beaucoup plus les normes. Et notamment, pour moi, la norme de référence, ça reste la norme SOLAS. Alors soyons clairs, hein, en tant que plaisancier, je n'ai pas d'obligation d'acheter du matériel SOLAS. Je n'ai pas cette obligation. Mais si tous les professionnels du monde maritime, outre leur obligation, utilisent ce type de matériel, ce n'est pas non plus complètement un hasard. Ces équipements sont testés de façon beaucoup plus exigeante. Ils doivent continuer à fonctionner malgré les UV, malgré le sel, malgré les hydrocarbures, malgré les contraintes mécaniques, malgré les variations de température, malgré le vieillissement. Lorsque vous achetez du matériel SOLAS, vous n'achetez pas uniquement une certification, vous achetez une probabilité plus élevée que vos équipements soient toujours fiables dans 10 ans. Et lorsqu'il s'agit de sécurité, personnellement, je préfère avoir de la marge plutôt qu'avoir un équipement qui va coller au minimum réglementaire. Parce qu'un équipement de sécurité, il n'a pas besoin d'être beau, il a besoin d'être fiable. Lorsque tout va bien, n'importe quel équipement de sécurité peut sembler excellent. C'est lorsque ça ne va pas qu'on a besoin de savoir qu'on peut compter dessus. Et c'est là où moi, je n'ai pas envie d'avoir de doute. La norme SOLAS, comment la reconnaître? Vous l'avez déjà vu, hein. Alors déjà, on est sur ce revêtement un petit peu brillant, là, un petit peu hologramme. Et vous allez avoir ici cette roue, cette barre à roue à poignée là. Ça, c'est typiquement la norme SOLAS. Alors, je vous dis la norme SOLAS. Alors, pour les puristes, c'est pas une norme. SOLAS, c'est une convention. SOLAS, ça veut dire Safety of Life at Sea. C'est globalement la sauvegarde de la vie humaine en mer. Hein, donc c'est une convention qui a été mise en place sous l'égide de l'Organisation internationale maritime. Et cette convention, bon, elle est régulièrement mise à jour. Donc le matériel estampillé SOLAS, ça veut dire qu'il a été testé dans des conditions plus rigoureuses que celles qu'on va exiger pour le domaine maritime de la plaisance, par exemple. Ces équipements contribuent à rendre vos croisières plus sûres, tout comme l'utilisation des outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou Mes mouillages de rêve. Ces ouvrages ont été conçus comme des outils pour vous aider à préparer, anticiper vos croisières entre amis ou en famille. Ces ouvrages sont disponibles sur Amazon, les liens sont en description. Et même avec une bonne norme, on pourrait penser que c'est bon, tous les problèmes sont réglés. Et c'est pas si évident que ça parce qu'en fait, toutes les marques ne se valent pas. Et c'est probablement l'erreur que j'ai le plus commise lorsque, il y a maintenant très longtemps, j'ai commencé à équiper notre tout premier bateau. Pendant longtemps, je comparais les prix, je comparais les caractéristiques, je comparais le poids des équipements. Aujourd'hui, je regarde autre chose. Je vais regarder l'historique du fabricant. Parce qu'une marque qui fabrique le même type de produit depuis 30 ans, depuis 40 ans, une marque qui a équipé des bateaux de course, des centaines de bateaux de voyage, des professionnels de la mer,
et qui continue à exister, clairement, ça m'inspire beaucoup plus confiance qu'une marque qui est apparue il y a 2 ans sur Internet avec des tarifs imbattables. Parce qu'un prix, tout le monde peut le baisser. Par contre, une réputation, ça met des décennies à se construire. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des loupés parfois sur certains modèles ou sur certaines séries. Nul n'est tenu à l'impossible. Et ce qui me rassure encore plus, c'est lorsque le fabricant continue à produire des pièces détachées. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment le signe qu'on est sur un équipement qui a été conçu pour durer. Un fabricant qui vend un produit sans prévoir sa réparation, ça me donne quand même l'impression que c'est un fabricant qui a de toute façon intégré l'idée que j'allais remplacer l'équipement. Et ça, c'est précisément ce que je ne veux pas. Aujourd'hui, quels que soient mes achats, je vais privilégier des fabricants qui ont fait leurs preuves. Voilà. Vous avez vu, j'ai changé les bloqueurs, je suis passé sur du Hantal. Je me suis quand même renseigné sur le fabricant. Depuis combien de temps il existait, est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits, des comparatifs qui ont été faits, est-ce qu'il y a des journaux nautiques qui se sont intéressés à ce type d'équipement. Voilà. Donc, à minima, je vais regarder l'historique. Après, on peut comparer entre les marques et certains vont me dire, voilà, on a un top 3, perso, je préfère ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ensuite le choix individuel et puis la sensibilité de chacun. Alors, lorsque vous avez un fabricant qui est sur le marché depuis 50 ans, alors je parle de Hantal, mais il y en a d'autres, je ne suis pas arrêté sur cette marque-là, mais quand ça fait 50 ans qu'il est là, qu'il a équipé des centaines de bateaux, que des milliers de milles nautiques ont été parcourus, pour moi, cette expérience-là, elle fait partie du produit. Et c'est pour moi la même logique avec le tissu Sunbrella. Alors, je ne fais pas de pub pour Sunbrella, je n'ai pas de liens commerciaux avec cette marque-là. Mais vous avez vu, j'ai refait le Bimini. Là, il y a des choses encore qui vont sortir de la machine à coudre. Mais je fais tout avec du Sunbrella. Alors, c'est vrai que c'est plus cher. Ce tissu est plus cher. Mais par contre, en termes de résistance aux UV, d'imperméabilité, de durabilité dans le temps, et là encore, je m'y retrouve et je vois des bateaux copains qui sont passés sur des tissus moins chers, ça loupe pas. Quelques années après, il faut refaire. Et encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent. Oui, il y a l'argent parce que ça coûte, mais c'est une question de temps, c'est une question de trouver le tissu, d'aller le chercher, parce que lorsqu'on est en grande croisière, on n'a pas de véhicule, donc c'est quand même une organisation. Il faut louer un véhicule ou emprunter le véhicule d'un copain ou d'un bateau copain qui lui a loué un véhicule. C'est quand même toute une logistique. À la fin, le coût est quand même plus élevé. Alors il y a beaucoup de marques, on en connaît beaucoup, Arken, Spinlock, Carver, Selden, il y en a quand même un paquet. Alors je ne dis pas que ces marques sont parfaites. Je ne dis pas non plus qu'elles ne sont pas dans des logiques commerciales. C'est des vendeurs. Voilà. Simplement, ce que je dis, c'est qu'elles ont quand même un historique qui est beaucoup plus rassurant que le produit qui sort dont c'est trop où avec des tarifs imbattables. Parce qu'au fond, la vraie garantie du produit, c'est pas celle qui est inscrite sur le papier. La vraie garantie, pour moi, c'est le nombre d'années durant lesquelles des milliers de navigateurs ont continué à faire confiance à ce produit. Dites-moi en commentaire quelles sont les marques que vous préférez, quelles sont les marques auxquelles vous continuez à faire confiance. Et pourtant, même le meilleur matériel, même la meilleure marque, l'équipement va vieillir. Le soleil continuera à taper, le sel va continuer à attaquer, à grignoter. Le vent va continuer à user tout ce qu'il peut user. Les embruns vont continuer à pénétrer à l'intérieur des équipements. Et personne ne peut gagner ce combat. Et il y a une grande différence entre un équipement qui va vieillir naturellement et puis un équipement qu'on abandonne au soleil toute l'année sans le protéger. Et je me suis rendu compte que sur certains bateaux,
on allait beaucoup plus facilement protéger des coussins de cockpit que des équipements qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Aujourd'hui, je considère les protections pas comme de simples accessoires, mais vraiment comme des équipements. Et petit à petit, je fabrique des protections en Sunbrella, pour les différents équipements qui sont sur le bateau. Parce que vous voyez ce petit bouton là, piezo là, et bien lui il a même pas 1 an. Et c'était du plastique mou. Le plastique dur n'a pas bougé. Alors que la plancha, elle est protégée sous du Sunbrella. Donc entre le peu d'UV, la chaleur, le petit poussoir là en plastique souple, et ben il a fondu. Enfin, il a fondu, c'est détérioré. Alors maintenant je ne change plus, je l'ai changé une fois, ça suffit. Maintenant j'utilise les allumes-gaz là, et ça va très bien comme ça. Alors comme beaucoup, les instruments là sont protégés. Alors ils sont doublement protégés. Ils sont protégés ici de la pluie, de l'eau, du sel. Et puis ensuite il y a la protection solaire derrière au niveau des caches. Et on a à peu près la même chose au niveau du panneau de commande moteur, où on a cette partie-là en navigation qui protège le panneau. Et vous l'avez vu, hop, le 7 là, qui lui vient protéger des UV le panneau lorsqu'on n'est pas en navigation. Parce qu'une housse, une protection, c'est pas seulement un bout de tissu, ça va être des années de prolongation de vie de l'équipement. Partagez en commentaire les équipements qui vous semblent à vous essentiels de protéger, soit de protéger habituellement lorsqu'on est au mouillage, ou de protéger lors d'un hivernage. Depuis que j'ai commencé à réfléchir comme ça, et en discutant avec d'autres navigateurs, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'entends cette phrase « ouais, ben, c'est du consommable ». Mais cette phrase, elle est beaucoup plus dangereuse que ce qu'elle en a l'air, parce qu'en réalité, elle ferme le débat. En fait, elle clôt la discussion et elle va transformer ce qui est une habitude en fatalité. À partir du moment où on va considérer qu'un équipement, c'est du consommable, à partir de ce moment-là, on va arrêter de chercher s'il existe une meilleure solution. On ne cherche plus à savoir pourquoi l'équipement a vieilli. On ne cherche plus non plus à savoir si un autre matériau aurait été plus adapté, si des protections n'auraient pas pu doubler la durée de vie de l'équipement, si une autre marque n'aurait pas permis de réparer plutôt que de remplacer. On accepte simplement de racheter, et puis on entre dans un cercle sans fin. C'est-à-dire qu'on achète, ça s'use, on jette, on rachète, et la boucle est bouclée, et on continue. Alors cette logique, elle n'est pas propre à l'univers du bateau. Nous, on le voit parce qu'on a quand même des équipements qui sont dans des environnements extrêmement hostiles, en termes d'UV, de sel, etc. Et puis des équipements sur lesquels on doit pouvoir compter. Voilà. Un équipement qui s'use, mais lorsque votre sécurité n'en dépend pas, on peut dire il s'use. Mais là, pour le coup, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Et cette logique-là de consommation, c'est vrai que c'est une logique qui traverse l'ensemble de notre société. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer. Moi, je consomme, c'est pas la question. Mais ce que je remarque, ces dernières années, c'est qu'on va sur des matériaux, sur des équipements de plus en plus sophistiqués et qui ont des durées de vie de plus en plus faibles. Et le seul argument, c'est de dire, c'est du consommable, il faut le changer. Et j'ai bien dit, il faut le changer. J'ai pas dit, il faut le réparer. Parce qu'il y a des équipements où finalement le fabricant ne prend même plus la peine de produire des pièces pour réparer, faire durer. Non. L'idée, c'est simplement, c'est cassé, on va le changer. Je le vois avec certains guindeaux. Il y a certains guindeaux qui équipent des bateaux neufs où finalement, d'anciens guindeaux de marques traditionnelles qui ont fait leurs preuves en termes de durabilité sont progressivement remplacés par des guindeaux moins chers, meilleur marché, et où le vendeur vous dit clairement, de toute façon, il est fait pour durer 3 ans, 4 ans, après tu le changes, il n'est pas cher.
C'est une logique, je la comprends, j'y adhère pas du tout. Mais voilà, après chacun aussi est libre de se positionner. Je ne vous dis pas que ma posture est la meilleure, hein. Je vous dis que c'est l'analyse que nous on fait sur Ikigai et l'orientation, les choix, les stratégies vers lesquelles on tend sur Ikigai. Et je n'ai pas envie que mon bateau fonctionne comme ça. Parce qu'un bateau de voyage, c'est pas un objet de consommation. Un bateau de voyage, c'est un compagnon de route. Un compagnon de route qui vous emmène à des milliers de milles, parfois du premier magasin d'accastillage, là-bas où la valeur de l'équipement, c'est pas son prix, c'est sa fiabilité. Alors aujourd'hui, avant chaque achat, je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que cet équipement est vraiment conçu pour cet environnement? Est-ce qu'il va durer? Est-ce que je vais pouvoir le réparer? Est-ce que je vais trouver encore des pièces pour cet équipement dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que je peux le protéger facilement? Quel sera son véritable coût dans 15 ans? Et surtout, est-ce que je suis en train d'acheter un équipement durable ou simplement est-ce que je suis en train d'acheter son prochain remplacement? Alors évidemment, je suis loin d'avoir une réponse parfaite et même moi, je fais parfois essais-erreurs et je me trompe, hein. Bon, je me trompe un peu moins qu'avant quand même, heureusement. Donc, vous savez maintenant pourquoi j'ai opté pour cette bouée lorsqu'il s'est agi de changer cet équipement de sécurité sur Ikigai. Et cette bouée, c'est pas simplement une bouée, elle m'a obligé à remettre en question ma façon d'équiper mon bateau. Et si cette vidéo vous amène à vous aussi à regarder différemment votre prochain équipement, le prochain équipement que vous allez acheter, cette vidéo aura largement rempli sa fonction. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.